Bon, le pouvoir d'agir, on va commencer peut-être par savoir un petit peu qu'est-ce que c'est, et puis vous demander votre avis sur cette question-là. Donc, quand on parle de pouvoir d'agir, de quoi parle-t-on? Alors, vous avez vu, ça laisse sans voix. Hein. Mais finalement, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est dans le réseau, on a dit tout à l'heure que voilà, ça. On a vu quand même que c'était quand même positif. Hein. Il y a des avis positifs sur cette question-là, mais on a vu que sur les conditions de réussite, c'était quand même pas aussi clair que ça, et que finalement, il y a peut-être besoin d'éclaircir des choses. Pour une première intervention, moi j'ai envie de rebondir sur une des diapos qu'il y avait, qui était votre vote, sur est-ce que c'est un enjeu individuel, est-ce que c'est un enjeu collectif, est-ce que c'est un enjeu social ou sociétal. Moi j'aurais envie de dire, en fait c'est tout ça en même temps. C'est-à-dire quand on parle de développement du pouvoir d'agir, c'est à la fois le développement du pouvoir d'agir des individus pour reprendre du pouvoir sur leur vie, sur leur trajectoire individuelle, c'est le développement du pouvoir d'agir collectif pour reprendre du pouvoir d'acteur sur son environnement. Et puis, il y a un enjeu qui a un trait alors peut-être de manière très générale, à la démocratie, à notre fonctionnement démocratique, c'est le développement du pouvoir d'agir pour reprendre du pouvoir sur les décisions qui nous concernent sur un territoire ou sur les déterminants importants de la vie sur ce territoire. Donc moi, j'aurais envie de dire, quand on parle développement du pouvoir d'agir, c'est les trois articulés, et il n'y a pas forcément des étapes d'ailleurs, c'est tout ça en même temps qu'il faut mettre en mouvement, individuel, collectif et sociétal, démocratique. Donc pour répondre à la question, on nous avait demandé de choisir 3 mots. Moi j'avais choisi le mot pouvoir, bien sûr, puisqu'il me semble important de définir de quel pouvoir il s'agit. Derrière le mot pouvoir, on peut mettre de l'autorité, de l'influence. Donc dans l'approche centrée sur le DPA, ce qu'on entend par pouvoir, c'est une ouverture des possibles. Aller visiter des champs que l'on n'a pas encore vus, que l'on n'a pas encore repérés, qui vont pouvoir faire levier pour sortir d'une situation d'impuissance. Donc impuissance était mon deuxième mot. L'idée de cette approche, elle est utile lorsqu'on rencontre une situation qui fait obstacle, donc on dit une situation d'impuissance, et de trouver quels sont les leviers, quels sont les moyens que l'on a à disposition, qui existent déjà, qui sont déjà présents ici et maintenant, qui vont nous permettre de dépasser cette situation d'impuissance. Et enfin, le troisième mot, enfin ce sont 2 mots que j'avais choisis, c'était justice sociale, puisque la finalité du DPA, c'est celle d'accéder à une société plus juste, plus équitable, c'est-à-dire à une répartition des ressources plus juste et plus équitable. Moi, mon premier mot, c'est du peuple, éducation populaire. Éducation par et pour le peuple, tout était là déjà inscrit, et nous l'avons porté, vous les centres sociaux, nous les CMA, à bien des endroits. C'est l'idée effectivement de cette puissance de l'agir, mais de l'agir qui nous permet à la fois de comprendre, d'apprendre, et chez nous au CMA, l'éducation active, effectivement l'agir, c'est de mettre les participants de nos formations, mais aussi les collectivités qu'on accompagne, dans une situation effectivement de transformation, dans une situation donc de compréhension. Et puis pour toutes les personnes aussi qui poursuivent cet idéal de l'EduPop, c'est un parti pris, un enjeu politique, une philosophie, de pouvoir se dire que parce qu'on va comprendre quelque chose, on va pouvoir s'en émanciper, et que du coup on va pouvoir exercer effectivement son pouvoir, mais son pouvoir au sens citoyen, au sens démocratique du terme. Donc populaire, oui, populaire parce que la question du peuple et la question des murs qui se soulèvent ou des murs qui tombent, comme c'était le cas du mur de Berlin, il y a quelques jours, là, l'anniversaire des 25 ans, nous démontre effectivement que c'est du côté de la société civile que nous pouvons effectivement reprendre le pouvoir quand les choses sont effectivement trop oppressantes. C'est le cas aujourd'hui. Nous sommes dans une multiplication des crises et on voudrait nous faire croire comme ça que seul le réductionnisme du pouvoir d'agir pourrait effectivement nous permettre de transformer des choses. On le sait bien dans les centres sociaux, au quotidien, ça ne suffit pas. Et certaines vignettes là ont montré effectivement qu'on bute sur cette question, on bute sur cette question du sujet, on bute sur cette question de l'autre, mais on bute surtout sur ceux qui n'ont pas accès à. Il y a une urgence démocratique à se réveiller, il y a une urgence démocratique à accompagner ça, et c'est difficile. Alors, une deuxième question sur un territoire qui s'empare du pouvoir d'agir, par exemple, ça se voit comment? Il y a des indicateurs. Comment est-ce qu'on peut le percevoir?
Alors moi, il me semble qu'il y a quelque chose qui est assez omniprésent dans les démarches de pouvoir d'agir qu'on peut observer, qui prennent des formes et qui sont portées par des acteurs très différents. Il y a un point commun, c'est le principe de mobilisation. Ça tourne énormément autour de... Et après, ça se décline comment on fait, quelles sont les méthodes, quelles sont les formations, quelles sont les postures des acteurs, qu'ils soient militants ou professionnels et ou professionnels. Mais autour de ce principe de mobilisation, ce qu'on peut observer sur les endroits où se mettent en place des démarches qui font ce pari de s'appuyer sur le pouvoir d'agir des gens qui habitent ce territoire, des acteurs qui sont sur le territoire, ça se voit par de la mise en débat, par l'ouverture d'espaces de discussion, de débat, voire d'engueulade. Il y a vraiment cette idée que c'est un territoire où ça se met en mouvement, où ça se frotte, où y compris on met sur la table les choses qui fâchent, les choses qui sont compliquées, les choses qu'il faut résoudre. Donc il y a cette dimension de débat. C'est un territoire sur lequel il y a plus d'organisation collective. Une des bases, un des principes qu'on a repéré, y compris en travaillant beaucoup avec ATD Carmonde, qui se pose la question justement d'aller chercher ceux qui sont vraiment très loin de toutes nos affaires. Pour le coup, le passage, on se redresse, on regagne en dignité, on reprend une place d'acteur, entre autres quand on fait le pas de se raccrocher à du collectif, à de l'action collective. Donc un territoire qui joue cette carte-là, c'est un territoire où on peut repérer des collectifs. Troisième chose, et c'est un peu une sortie, c'est un peu ce que produit cette dynamique-là, c'est un territoire d'initiative et de projet. C'est un des indicateurs, ça peut être effectivement qu'il y a une émergence de propositions, d'initiatives, de tentatives, d'expérimentation. Et puis peut-être une chose qu'on peut repérer dans ces démarches-là, c'est que y a plus de monde qui vient dans les réunions qui sont proposées parce que d'une certaine manière, il y a du grain à moudre, il y a quelque chose à faire, il y a de l'intérêt, voilà. Et donc pour tous les endroits institutionnels ou associatifs ou je ne sais pas quoi, où on se pose la question de mais comment on va faire pour que les gens viennent à notre machin, clairement ces processus-là, un des indicateurs, un des moyens d'évaluer, ça peut être de vérifier ça. Dernier élément, sur un territoire qui fait ce pari-là et qui accompagne ces démarches de développement du pouvoir d'agir, c'est... Alors après, pour chaque question, il faut se dire comment on le repère, comment on l'évalue. C'est un peu de reprise de pouvoir sur ce qui fait l'essentiel de la vie sur un territoire. C'est un peu de reprise de pouvoir sur les questions importantes, sur l'éducation, sur l'économie, et puis peut-être, dans un premier temps, sur la manière dont on vit ensemble, la manière dont on se rencontre, la manière dont on se croise quand on est différent, la manière dont on accepte justement de rencontrer des gens différents. Voilà, moi je proposerais bien ces points d'indicateurs qu'on peut d'ailleurs traduire en grille d'évaluation. Voilà, on peut se fixer sur un an, se dire sur tel secteur on part de là, et puis on verra dans un an où on en est. D'accord, merci. La question des CMA sur la question du territoire, c'est plutôt la question de l'espace. On va plutôt travailler sur la dimension d'un espace potentiel et d'un espace transitionnel. L'espace potentiel, c'est celui de la rencontre. Donc, un des indicateurs, effectivement, c'est la question de la rencontre. Et peut-être que là, on peut citer un projet auquel j'ai contribué, dans lequel les centres sociaux étaient aussi, c'est le projet Parole partagée. C'est-à-dire que pour moi, un des indicateurs quand même de cette vivacité là, du pouvoir d'agir et de ces collectifs en marche, c'est effectivement comment on peut apprendre, comment on peut transmettre, comment on peut être respectueux de la parole de chacun. Ça pour moi c'est un indicateur effectivement important dans l'espace qu'on va sécuriser, l'espace de la parole déjà, qu'on va sécuriser pour effectivement que chacun puisse s'exprimer, mais aussi que chacun puisse être entendu. L'espace, c'est aussi soigner les institutions de cet espace pour qu'effectivement on puisse ensemble passer de acteur à auteur. Et ça aussi c'est compliqué, hein,
passer de acteur à auteur, ça veut dire que ici, à cette place-là, dans ce projet-là, on va pouvoir effectivement inscrire une trace qui est la mienne, celle de mon identité, mais on va aussi la partager dans une action collective avec d'autres. Donc pour moi, un deuxième indicateur, c'est effectivement la question des institutions. Et puis un troisième, peut-être, c'est la question de l'analyse de la pratique, c'est-à-dire de ces professionnels-là que vous êtes dans cette salle qui a encadré ce type de projet. C'est aussi quels sont les espaces d'élaboration de notre pensée, ou comment penser aussi P-A-N-S-E-R, ces difficultés du quotidien, ces choses qui ne fonctionnent pas, comment les élaborer collectivement pour les dépasser. Et je pense qu'actuellement on observe que ces espaces sont de plus en plus réduits. C'est-à-dire quels sont nos espaces pour penser notre pratique, pour l'élaborer avec d'autres, pour la recomprendre au regard de ce qu'on avait pensé faire au départ, mais aussi pour la recomprendre du côté de ce qui est imprévu. Aujourd'hui, ce qu'on constate à l'échelle d'un territoire, c'est que les grandes orientations d'action sociale sont souvent prises par des experts, des techniciens, des consultants, et que les personnes qui sont directement concernées par ces programmes et dispositifs, on ne leur demande pas leur avis ou comment ils vivent la situation qu'ils traversent aujourd'hui. Donc ce serait l'idée d'un territoire qui va non seulement consulter les personnes, mais aussi les intégrer dès le début de la concertation dans la définition du problème rencontré aujourd'hui. Il y a le problème vu du point de vue des experts et le problème vu du point de vue des usagers ou des habitants. Donc, comment est-ce que chacun voit le problème? Quels sont les enjeux des uns et des autres à changer la situation? Puisque les élus voient un problème et bien sûr, ils ont des intérêts à changer cette situation. Mais est-ce que c'est le même problème qui est partagé par les habitants? Et à partir de là, lorsqu'on arrive à une définition co-construite du problème, lorsque l'on connaît les enjeux à la fois des élus, des consultants, des experts, des habitants, des centres sociaux, à résoudre ce problème, on peut avancer, ouvrir des pistes, ouvrir des possibles et avancer ensemble. On parlait tout à l'heure de solidarité, c'est ça aussi, c'est pas choisir quel est le problème que les autres rencontrent de notre point de vue, mais c'est le construire avec les personnes et faire en sorte que chacun s'y retrouve dans les dispositifs que l'on va mettre en place. Voilà. Donc en bref, c'est un territoire qui part de ce qui est important pour les habitants, de leur point de vue à eux, mais aussi de ce qui est important pour les centres sociaux, de ce qui est important pour les élus, bref, de ce qui est important pour toutes les personnes concernées par le changement souhaité. C'est aussi un territoire qui devient stratège, non pas au sens calculateur du terme, mais pour faire en sorte que chacun s'y retrouve dans le changement que l'on va mettre en œuvre. Et les indicateurs de succès, ce sont tout simplement des acteurs qui passent d'un état passif à un état actif, mobilisés, qui apportent des idées nouvelles, qui ont des envies de projet, de les initier, de les porter jusqu'à leur terme. Si maintenant on disait que un centre social qui fait le pari du pouvoir d'agir, ça prend quelle forme? Comment ça se passe pour vous? Parce que dans la salle, forcément, il y a des initiatives, on les verra cet après-midi, hein. Il y a des choses qui se font, bien sûr, mais de votre point de vue, un centre social qui fait le pari du pouvoir d'agir, ça prend quelle forme? Donc je pense que ce n'est pas une question de forme, c'est une question de regard qu'on se porte les uns les autres, d'accueil de ce qu'on est différent, parce que je crois que ce qui est vraiment important, c'est de ne pas faire se rencontrer les mêmes. Vous savez, les mêmes personnes inactives, les mêmes personnes en insertion, les mêmes jeunes. C'est au contraire de créer, dans l'éducation populaire, c'est ça, notre projet c'est ça. Le projet de l'éducation populaire, c'est de faire se rencontrer sur un territoire de vie, sur un territoire de projet, des personnes qui, a priori, n'auraient rien à faire ensemble. Donc je vais répondre plutôt, moi, sur ce que ça implique, du point de vue du fonctionnement d'un centre social, de jouer cette carte assez fortement du développement du pouvoir d'agir. La première chose, premier élément, c'est que ça ne peut pas être conçu comme un truc en plus. C'est pas un supplément d'âme, c'est pas quelque chose qu'on rajoute avec, en gros, on avait 5 activités, puis il y en a une 6e, c'est le développement du pouvoir d'agir. Si on veut que ça le fasse, il faut que ça soit incorporé à chacune des activités, que ce soit les activités animation collective famille, le secteur jeunesse, mais aussi l'accueil du centre, mais aussi le fonctionnement des réunions. Enfin voilà, ça doit
retraverser, revisiter l'ensemble des activités du centre. Deuxième chose, on a une chance avec les centres sociaux, c'est qu'on ait l'obligation de réécrire notre projet tous les 2, 3, 4 ans. Ça dépend des coins, ça dépend des caves, ça dépend des moments, enfin bon, voilà. Mais troisième chose, c'est clair que ça ne va pas sans se poser la question de l'organisation du travail dans le centre social. Si la priorité, si la préoccupation, c'est d'aller chercher ceux qui ne viennent pas au centre social. Et moi, je pense que ça, on devrait se le donner comme feuille de route. Très souvent, on est plutôt bon pour ceux qui poussent la porte, pour ceux qui ont l'info, qui sont dans les réseaux, qui les ont amenés dans les activités du centre. C'est bien, ça, faut continuer à le faire. Un des enjeux, si on veut être à la hauteur de notre rôle, moi, je pense qu'on a un rôle important à jouer là où on est implanté, c'est d'aller chercher les autres. Et ça veut dire qu'il faut sortir du centre. Et clairement, faire ça, alors il y a une responsabilité des bénévoles qui sont impliqués dans le centre, mais il y a aussi à se reposer la question de l'organisation du travail, et si on n'incorpore pas ça dans les fiches de poste de chacun des professionnels qui sont dans le centre, et ben le poids de ce qu'il y a à faire au quotidien fait que ça ne se fait pas. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est déterminant, c'est qu'il faut repenser, y compris la grille RH, pour se donner la possibilité de le faire bien. Quatrième chose, qui est un peu liée à ça, c'est clair que ça ne se fait pas, il faut se donner les moyens de se sécuriser par rapport à ces démarches-là. Ça oblige, c'est vrai pour les bénévoles administrateurs, c'est vrai pour les professionnels, et il faut accepter, ça a été dit tout à l'heure, de se faire un peu chambouler. Il faut accepter de laisser de la place dans le projet pour des choses inattendues, pour des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, pour des choses qui peuvent nous chahuter un peu. Voilà, il faut être dans cet état d'esprit-là et peut-être, et surtout, avoir les méthodes qui permettent d'aller rencontrer des gens qu'on n'a pas habituellement l'occasion de rencontrer. Donc il y a un enjeu de formation. Je disais tout à l'heure, il y a une dimension organisation collective dans le développement du pouvoir d'agir. Une des conditions pour que ça vive, pour que ça se construise et que ça dure, c'est que les gens qui ont des projets, qui ont envie de porter des questions, se structurent collectivement. Et je pense qu'un des rôles du centre, ça doit être d'accompagner des projets autonomes et d'être capable de les lâcher. D'ailleurs, je pense qu'il faut faire le pari, il faut avoir une confiance, une sorte de posture de confiance, une sorte d'optimisme méthodologique vis-à-vis de ça, c'est de se dire que le rôle du centre, c'est aussi d'accompagner des gens sur des projets qui ensuite prennent leur envol, quitte à d'ailleurs à ce que ça vienne chahuter un peu le centre. Voilà. Il faut, ce qu'on dit pour les institutions, pour les élus, d'une certaine manière, c'est un petit peu vrai pour nous. Et peut-être que des fois, on s'institutionnalise trop, il faut qu'on s'interroge sur est-ce qu'on est, nous, des machines. Clairement, je disais, j'ai terminé. Oui, d'accord. Moi, quand j'ai rencontré les centres sociaux, je faisais le calcul rapidement, il y a 17 ans, c'est la chose qui m'a sauté aux yeux. C'est que potentiellement, ce type de projet, c'est une machine géniale pour faire de la vie ensemble sur un territoire, pour revivifier la démocratie, pour animer le débat sur son territoire et pour porter l'initiative. On a quasiment tout sur la table pour le faire. C'est clair qu'après, il faut le vouloir, il faut créer les conditions pour le pouvoir, et puis il faut un petit peu de savoir-faire pour que la mayonnaise prenne bien. Ça ne lui risque pas d'avoir quelques ennuis, de faire du pouvoir d'agir, si le centre social il roule, il tourne. Pourquoi le centre social devrait le faire quelque part, s'il prend des risques derrière? Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Est-ce qu'il faut prendre le risque? Est-ce qu'il faut y aller? Ou est-ce qu'il faut rester tranquille? Est-ce qu'il faut en faire en interne? Mais il y a un risque. Et clairement, je suis convaincu que jouer la carte du développement du pouvoir d'agir des habitants sur un territoire, il y a un double effet. C'est un pari, mais c'est un pari qui peut être gagnant à deux niveaux. C'est que si ça on le fait bien, on sera sur plein de territoires les seuls à le faire. Et je pense que cette question-là, elle est en train de monter, y compris dans les discours institutionnels. Donc, je suis à peu près sûr que c'est un des bouts sur lesquels on va être attendu, parce que c'est là-dessus qu'on amènera une plus-value
si on se place du point de vue de gestionnaires qui vont nous demander des comptes en disant on vous donne de l'argent, qu'est-ce que vous en faites, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça produit. Je pense que cette plus-value, il faut qu'on la valorise et qu'on joue cette carte fortement. Et puis la deuxième chose, parce que quand on est dans un centre social, il faut être aussi tacticien, faut aussi être malin. Grosso modo, quand on regarde le jeu d'acteurs, un centre social associatif sur un territoire, c'est jamais l'acteur le plus fort, ou vraiment très rare, par rapport à une collectivité, une interco, par rapport à l'État, par rapport au CG, etc. Le seul type d'acteur qui peut mobiliser, qui peut être sa base de manœuvre, c'est les habitants du territoire. Moi, je pense que développer le pouvoir d'agir des habitants d'un territoire dans le cadre du projet centre social, c'est se donner la chance de mobiliser la seule masse. Alors, tout ça est très guerrier, mais en même temps, on est dans ce temps-là. Moi, je pense que pour un centre, il n'y a pas 15 000 alliés qui peuvent fabriquer un bout de rapport de force au moment des arbitrages budgétaires. Il n'y en a pas 15, il n'y en a qu'un réellement, c'est les habitants du territoire. Une école du pouvoir d'agir. Ils n'ont pas d'école du pouvoir d'agir. Vous avez vu ce que produit le système scolaire, c'est une catastrophe. Il faut surtout vous avez vu, c'est une idée très belle, mais c'est très subversif en fait. Hein. On a choisi, dans le projet des CMA, on a choisi d'investir toutes les écoles nationales de France républicaines doivent être investies par ces projets-là. Pour les transformer bien sûr, et effectivement on a pu repérer dans ces 80 ans d'existence là qu'un certain nombre de méthodes actives étaient effectivement maintenant le fruit de l'école publique républicaine, ce qui nous va bien. Par contre, méthodes actives oui, mais éducation nouvelle, non. Non. Donc on a encore du boulot. Peut-être illustrer dans cette question des questions qui sont les nôtres au CMA du côté de la formation des acteurs des centres sociaux. Première question sur la formation des cadres. La formation des cadres relevait hier du DEFA et relève aujourd'hui du DES-GEPS, du CAFE Ruisse ou du Master. Donc il y a effectivement pour vous, là, les responsables des centres sociaux, les professionnels des centres sociaux, une palette intéressante de formation dans différents cadres. Parce que la question des diplômes jeunesse et sport, là où c'est intéressant, c'est que c'est la famille CNAGEP, dans laquelle nous sommes inscrits, les CMA, les centres sociaux et d'autres, qui ont construit une troisième voie de professionnalisation, de formation professionnelle pour l'ensemble des métiers qui réfèrent à l'éducation populaire. Et je dis bien l'ensemble des métiers qui réfèrent à l'éducation populaire. Le directeur d'un centre social, le directeur d'une MJC, le directeur d'une association territoriale des CMA n'est pas un gestionnaire pur jus. Il est d'abord un professionnel qui porte, effectivement, nous l'avons dit ici, nous l'avons porté, des valeurs, mais des valeurs qui sont incarnées en actes, pas des discours sur les valeurs. Il traduit dans son action au quotidien, dans sa fonction de direction, en actes, effectivement, ce projet et cette ambition. Donc cette troisième voie, il faut qu'on soit solidaire pour la maintenir. Donc il y a des professionnels qui encadrent de manière permanente un certain nombre d'activités de loisirs pour les jeunes, pour les enfants, mais il y a aussi ce volontariat de l'animation. Permettez-moi de dire que celui-ci est en danger. Il est en danger parce qu'effectivement, il faut le promouvoir encore aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, la question du BAFA et l'engagement éducatif, la question de volontariat d'animation a encore du sens aujourd'hui pour vous, les centres sociaux? Est-ce que c'est intéressant, effectivement, de prolonger cet idéal démocratique, de se dire que des jeunes peuvent effectivement encadrer d'autres jeunes pendant des temps de vacances scolaires? Nous y croyons fortement au CMA, nous y croyons dans le cadre aussi d'AJPA, nous poursuivons cet idéal-là, nous pensons que ça a encore du sens. Mais au-delà de ça, il y a aussi le volontariat de solidarité internationale, le service volontaire européen, la mobilité des jeunes en Europe. Donc la question du volontariat, cet entre-deux aussi, entre professionnels et bénévoles, nous intéresse grandement. Et nous avons travaillé avec Jean-Marie Laurent et avec les administrateurs de votre fédération nationale, Jean et puis Dominique, sur effectivement cette perspective commune de travail ensemble pour promotionner, autant que faire se peut encore aujourd'hui dans cette société, cette question de l'engagement des jeunes, travailler autour de ce volontariat à l'animation.